Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Un sujet de très grande importance nous réunit ici ce soir. Démarré en février 2009, la construction des nouveaux bâtiments de l'Assemblée nationale du Bénin devrait arriver à terme en février 2011, soit après 24 mois. 2014 et jusque-là, pas grand-chose. 2009-2014, 5 ans donc, mais à la date d'aujourd'hui, tout laisse croire que nous sommes en face de ce que d'aucuns appellent éléphant blanc. Est-ce le cas, oui ou non? Que se passe-t-il très exactement sur ce chantier? À quoi les Béninois devraient-ils s'attendre? C'est toutes ces questions, ce sont ces préoccupations que nous allons aborder avec mes invités. À ma droite, nous avons M. Christian Sosounto. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Christian Sosounto, il est le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement. Juste à ma gauche, David Charles Nawa. Bonsoir, M. Nawa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le conseiller technique à l'équipement du président de la République. Et juste à votre gauche, M. Hervé Aïkbe. Monsieur Aïkbe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur de projet de construction du siège de l'Assemblée nationale. Et donc mieux que vous trois pourrez parler de ce chantier. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de la construction des nouveaux sièges ou du nouveau siège de l'Assemblée nationale, comment ça sonne vous-même dans votre tête? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour ce plateau que vous nous offrez, puisque qui vous souviennent que déjà le 18 décembre 2013, j'avais été devant la représentation nationale sur cette même question et c'était avec beaucoup de plaisir que, en substance, je disais qu'il me serait un devoir, et comme le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République nous a toujours demandé en tant que ministre de venir de temps à autre devant l'opinion publique et devant eux-mêmes en tant que députés pour rendre compte de l'évolution des dossiers qui sont sous notre département, aussi bien les dossiers qui ont trait à la construction du siège de l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres dossiers sur lesquels nous sommes dans notre département ministériel, parce que c'est d'abord cela qui fait notre présence, notre raison d'être au gouvernement. Cela participe aussi de la nécessité de compte rendu que nous devons en tant que ministre à notre pays et à travers le pays à notre représentation nationale. Donc, à votre question de savoir comment ça sonne quand à chaque fois qu'on évoque le dossier du siège de l'Assemblée nationale, je crois que à l'instar de beaucoup de Béninois, de tous les Béninois, c'est une préoccupation majeure pour nous en tant que personnes ayant à charge ce dossier-là au niveau du gouvernement. C'est davantage une préoccupation majeure pour le président de la République, le chef de l'État, qui n'a de cesse, depuis que nous avons nous sommes entrés dans les fonctions du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement, qui n'a de cesse de nous dire de tout faire et d'aller vite pour que ce dossier connaisse enfin un bel aboutissement, un aboutissement heureux. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que autour de moi ici, je suis décidé de venir avec mes collaborateurs pour que nous puissions éclairer davantage l'opinion nationale et internationale, mais aussi nos chers et respectables honorables députés, pour que nous puissions rendre compte de ce qui se fait, de ce qui a été, parce que comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a de cela déjà 5 ans que ce dossier-là est sur le tapis. Il faut rappeler, et je vais en terminer là pour le moment, que en vérité c'est une idée noble qui était en gestation depuis 2001 voire 2002, mais qui a été prise et portée avec la ferme volonté politique du chef de l'État de doter notre pays, à l'instar de tous les pays qui comptent dans le Conseil des Nations, dans ce monde, d'une représentation nationale digne de ce nom. C'est donc cette volonté qui a animé le président de la République, qui a fait que le rêve qui était celui de construire un hémicycle pour nos chers honorables députés
qui était en gestation depuis 2001-2002, comme je disais, a commencé par devenir une réalité et a pris corps à partir de maintenant février 2008. Mais pour initialement un délai de 24 mois, mais aujourd'hui, nous sommes à 5 ans et après 5 ans, c'est beaucoup d'eau certainement qui a coulé sous le pont. Ce plateau nous permettra donc de dire quelle est l'évolution, parce qu'en passant par presque une sorte d'éphémérine, quelle est l'évolution de ce dossier jusque-là et à quoi surtout, et c'est là la plus importante des préoccupations, à quoi est-ce que notre représentation nationale, à quoi est-ce que nos populations doivent-elles s'attendre au jour d'aujourd'hui. Donc c'est tout heureux de nous recevoir pour ces sujets importants. Justement, à ce propos, M. Hervé Aikmi, vous qui êtes coordonnateur de projet de construction du siège de l'Assemblée nationale, vous-même, lorsqu'on parle du siège de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous retenez? D'abord, si vous pouvez nous faire l'historique juste un peu, et puis après, maintenant, vous évoluez sur la question. Oui, comme l'a dit Monsieur le ministre, en fait, c'est par rapport à la volonté du chef de l'État, d'abord le général Mathieu Kérékou, où le projet a été initié en 2001-2002, mais que le chef de l'État actuel, le président Yahya Boni, a pris à bras le corps ce projet pour que effectivement il puisse doter l'Assemblée nationale d'un siège digne de ce nom. En matière d'historique, il faut dire que les travaux effectivement ont démarré en 2009 après que les structures techniques qui ont été identifiées pour le projet ont essayé de voir par rapport à un programme de développement du programme de l'Assemblée nationale, de voir de quoi les députés ont besoin. Donc, et par rapport à ça, le développement architectural a été fait et il a fallu qu'on procède à la constitution des dossiers techniques et au recrutement des entreprises qui devaient à charge la réalisation des travaux. Et ainsi, en janvier 2009, déjà, une dizaine d'entreprises, les 10 lots ont été déjà retenus et les marchés ont été passés. Les marchés ont été passés et effectivement, la locomotive, l'entreprise du Gros œuvre, a démarré ses travaux en février 2009. Vous avez la liste de ces entreprises-là? Oui, tout à fait. Et qui les a choisies? Bon, ce n'est pas procédure d'appel d'offres que les entreprises ont été choisies. Et qui a lancé la procédure d'appel d'offres? Bon, il faut dire que le maître d'ouvrage, c'est le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, qui, du point de vue de ce projet, a confié par convention à l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée, qui est la CEROSEM, pendant la CEROSEM, et aujourd'hui SA, en tant que maîtrise d'ouvrage déléguée, pour recruter les entreprises qui ont la responsabilité d'exécuter les travaux. Je crois que, si vous le permettez bien, je crois que, en complément à ce que vient de dire le coordonnateur de ce projet-là, il est important de souligner qu'une fois que la volonté politique a été affichée par le chef de l'État et que le projet a commencé par prendre corps à partir de 2008, il faut saluer au passage l'accompagnement des sages, des notables de Porto Novo qui ont participé et qui ont contribué à la rétention du site sur lequel le projet est présentement en cours d'exécution. Il faut donc signaler que le projet est attendu pour être exécuté en 2 grandes phases. Je ne sais pas si je m'abuse, M. Avité. Donc il est important tout de même quand même de décliner ces 2 phases, parce que ce qu'il faut dire et ce qui est important, c'est d'abord la première phase qui est en cours d'exécution. Et ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nombre de Béninoises et nombre de Béninois s'interrogent, et de manière légitime, sur ce que va devenir la construction de ce siège. C'est qu'on est parti d'un point A avec un chronogramme bien donné, à savoir on est parti pour 24 mois, mais aujourd'hui on est non content d'être à 5 ans, mais on est parti aussi d'un budget prévisionnel qui est d'environ... Avant de parler du budget, ou bien avant d'entrer dans les aspects, voilà, vous avez parlé du maître d'ouvrage qui est... vous dites? Maître d'ouvrage délégué. Oui, maître d'ouvrage délégué qui est CEROSEM SA, c'est bien cela. Oui. Alors comment se fait-il que c'est CEROSEM SA qui est devenu maître d'ouvrage?
Non, non, la CERO est devenue maître d'ouvrage délégué. C'est le ministère de l'Urbanisme qui est le maître d'ouvrage. Ouais. Voilà, donc en fait... oui, c'est un MOD, le marché est un MOD, donc on a confié la responsabilité de suivre les travaux à cette agence-là qui devait organiser le recrutement des entreprises et suivre l'exécution des travaux. Alors, donc, si je vous comprends bien, c'est cette agence-là qui a suivi les travaux. Oui, tout à fait. Jusque-là. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, à part cette agence-là, est-ce qu'il y a d'autres agences qui sont impliquées dans la construction de ce siège-là? Non, il faut dire que nous, en tant que maître d'ouvrage, nous avons confié une partie de nos responsabilités au maître d'ouvrage délégué qui, à son tour, a passé contrat avec un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a les entreprises de construction, les bureaux de contrôle et les bureaux, le BET, le bureau d'études techniques, qui est le Socotec, et le laboratoire de béton, qui est le CDRTP. Est-ce que malgré ça, vous, en son temps, est-ce que vous suiviez quand même les travaux? C'est-à-dire que, je suppose que vous devez construire une maison, même une maison personnelle, quelle que soit la procédure, même si je dis, bon, je confie tout à une société, moi-même par moment, je fais un tour pour regarder, pour voir l'évolution des travaux. Oui, tout à fait. Il faut dire que dans la convention, le MOD a l'obligation d'envoyer périodiquement des rapports. Et le maître d'ouvrage que nous sommes avons également la responsabilité de suivre les travaux et de passer sur le chantier et de voir si, au fur et à mesure que le maître d'ouvrage délégué nous envoie des rapports, si tout ce qu'il dit est conforme à la réalité sur le terrain. Voilà. Est-ce que jusque-là, vous avez vraiment suivi les choses de cette manière-là? Bon, je pense que ça a été suivi, mais il faut dire qu'à un moment donné, il y a dû avoir des problèmes. C'est pour cela d'ailleurs que le chantier a duré en longueur. On est passé de 24 mois à 5 ans. Alors, monsieur David Charles Nawa, vous êtes actuellement le conseiller technique à l'équipement du président de la République. Il fut un moment, à un certain moment donné de l'histoire, vous étiez DRFM, c'est-à-dire directeur des ressources financières et du matériel au niveau du ministère qui était alors en charge des travaux, qui était le ministère de l'urbanisme, de l'habitat, de la réforme foncière et de la lutte contre l'érosion côtière. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors, à partir de ce moment, ça veut dire que vous connaissez un peu de l'histoire de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Et surtout de l'histoire des décaissements. Oui, voilà comment cela se passe. Déjà par rapport à l'historique du projet, le ministre a planté le décor complété par le coordonnateur du projet. En ce qui concerne les projets à exécuter en maîtrise d'ouvrage délégué, on part d'abord d'une convention signée entre l'État et l'agence qui, après appel d'offres, est retenue. Dans le cas présent, il apparaît que l'agence a été retenue par la procédure de gré à gré. Donc il s'agit d'un gré à gré qui a été fait. Et vous savez que le Code des marchés publics, avant qu'il ne soit révisé pour donner la version actuelle, donnait tout pouvoir au ministre des Finances pour autoriser les gré à gré. De la même manière, ce code, en son temps, permettait au ministre de décaisser et non seulement il pouvait d'une part autoriser le gré à gré, décaisser, mais il pouvait également signer la convention, disons, conjointement avec le ministre sectoriel et l'agence qui est retenue. Dans le cas présent, c'est ce qui a été fait. Donc c'est au niveau du ministre de l'Urbanisme de l'époque et du ministre des Finances que la décision a été prise, la négociation a été faite. Donc finalement, le gré à gré a été accordé à zéro, ce qui a permis de signer avec cette agence-là une convention pour un montant initial de 16 milliards de francs. Alors, comment se passe la procédure de gestion des projets en MOD? Une fois que la convention a été signée, et elle n'implique pas le DRFM du ministère, elle n'implique pas les collaborateurs au niveau du ministère, il s'agit d'une convention signée au sommet avec l'agence. Donc, la convention, dans le cas des SPC, c'est souvent le cas, prévoit les modalités de décaissement et autres. La procédure de désignation, de sélection des entreprises se fait par l'agence qui a été sélectionnée, qui a été agréée. À partir de ce moment, pour démarrer les travaux, déjà dans la convention,
il y a une déclinaison du mode de décaissement. Voilà. Dans le cas présent, c'est 30% dès la signature. Donc 30% qu'on affecte à l'agence dans le cadre des travaux. Dès que les 30% sont consommés à hauteur de 70%, l'agence peut faire un appel de fonds. L'appel de fonds parvient au ministère et il faut décaisser et virer ces montants-là dans le compte de l'agence. La seconde tranche. La seconde tranche. Il est prévu qu'après consommation de 70% des 2 premières tranches, il faut encore décaisser. Alors la deuxième tranche, c'est combien à peu près? 40%. 40%. Oui. Alors, première tranche plus deuxième tranche, ça devrait faire 70%. Oui. C'est bien cela? Si je ne me trompe pas, c'est bien cela, mais c'est dans les documents. Très bien. Et la dernière tranche, avant la retenue de garantie, doit faire 20%. Quoi qu'il en soit, c'est là le principe. Le principe, c'est qu'une fois que la convention a été signée, au niveau du ministère, le DRFM, lui, ne fait que répondre aux appels de fonds. Donc, le suivi, d'abord, la sélection des entreprises est faite par une procédure qui est propre aux agences. En fait, comment en est-on arrivé là? Très bien. Dans le passé, l'on a constaté que les ministères sectoriels avaient du mal à consommer les crédits mis à leur disposition. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement, mais parce que les procédures étaient telles que pour aboutir à la signature d'un marché, cela met du temps. Donc finalement, cette solution a été trouvée qui permettait donc de se soustraire un peu à la lourdeur administrative. Un degré à gré et quand même d'avancer. pour un marché de 16 milliards. Justement, ça fait partie des problèmes qui me feront intervenir cette fois-ci en tant que conseiller technique à l'équipement du président de la République. Parce que là, en tant que DRFM, j'explique un peu la procédure pour dire que le DRFM, en fait, a une mission, c'est celle d'envoyer les fonds ordonnés dans la convention lorsqu'il s'agit d'une maîtrise d'ouvrage déléguée. Puisque toute la procédure est externalisée. Pour en revenir maintenant à ma qualité d'aujourd'hui et par rapport à ce qui concerne le chef de l'État, ce sont ces éléments-là qui l'intriguent. Parce que pour lui, un montant de 16 milliards ne peut pas faire l'objet d'un gré à gré. C'est le premier constat. Il faut un appel d'offres international. Comment en est-on arrivé à un gré à gré? Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que dans la foulée, il y avait une entreprise chinoise qui était prête à faire les travaux. Pourquoi elle n'est plus dans le jeu? Parce qu'au départ, il a semblé qu'elle était chère comparée aux autres. Mais par la suite, on a compris que, en fait, c'est un seul lot qui avait été pris en compte et que sur ce marché, des avenants se sont ajoutés. Au point de porter aujourd'hui le montant à 24 milliards et peut-être que ce n'est pas fini. À 24 milliards. 24 Alors milliards. que la partie chinoise avait demandé pour tout le travail, la partie chinoise avait demandé combien? Je ne saurais le dire exactement, mais je pense que c'est autour de 18 milliards. Le coordonnateur pourra nous apporter cette précision dans quelques instants. Justement, avant de vous laisser continuer, ma question va justement vers au coordonnateur, M. Aïkbe. C'est clair que dès la signature, le décaissement devrait être à 30%. Oui, tout à fait. La seconde tranche, 40% porte le total à environ 70%. Oui. Mais avant la seconde tranche, à 30% de décaissement, quel devrait être à peu près le taux de réalisation du travail? Est-ce que, en ce qui concerne le sujet actuel, à savoir le nouveau siège de l'Assemblée nationale, est-ce que ça a été respecté? Bon, il faut dire que par rapport à la Convention, le MOD, notamment la CERO, SA, a lancé les appels d'offres par rapport au programme d'exécution des travaux. Non pas par ça, toutes les entreprises qui avaient été retenues en 2009, en janvier 2009 notamment, ont eu les avances de démarrage. Toutes ont eu les 30% d'avance de démarrage pour leur permettre de se lancer. Effectivement, en ce moment-là, seuls
le gros œuvre et puis l'entreprise chargée de l'électricité et de la plomberie. Mais attention, ce que vous dites là, attention. Si vous dites que toutes les entreprises ont eu 30% au démarrage, ça veut dire quoi? L'entreprise A a eu 30%, l'entreprise B 30%, l'entreprise C 30%. Si c'est comme ça, est-ce qu'alors au démarrage déjà, les fonds décaissés ne dépassaient pas les 30% des fonds réels de construction? Non. Parce que en fait, le montant de la convention est au-delà du montant des travaux. Parce que au niveau du montant de la convention, vous avez les prestations du MOD lui-même, les montants des travaux des structures de contrôle, et vous avez le montant des travaux des entreprises qui sont chargées de construire le bâtiment. Okay. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème d'insuffisance de ressources. Je crois que c'est à ce niveau se trouve votre inquiétude. Non. Bon, en fait, l'entreprise qui a été recrutée sur la base d'un appel d'offres a un montant pour lequel il s'est engagé à faire les travaux. Et suivant les marchés, normalement, quand on signe le contrat avec l'entreprise, on doit lui payer ces 30% pour lui permettre d'engager les procédures. Et donc, ce qui a été fait, et le MOD a été obligé, naturellement, de payer les 30% à toutes les entreprises qui ont été retenues en janvier 2009 pour exécuter les travaux. Bon, donc, en fait, il faut dire que le MOD pouvait, en fonction de l'avancement des travaux et en fonction du décaissement, s'il arrivait que, admettons qu'il a eu 30% et que les travaux dépassaient les 30%, il pourrait, en fonction de sa surface financière, préfinancer en attendant que l'État mette les ressources à disposition. Et le cas contraire? C'est-à-dire que le cas où il a eu 30%, oui, et il demande une seconde tranche alors que les travaux réalisés ne sont pas à la hauteur de ce que les 30% devraient permettre de réaliser. Mais normalement, on ne doit pas lui permettre, on ne doit pas approvisionner... Et ça, donc ça incombe au maître d'ouvrage délégué? Pardon, non. La surveillance, je veux dire. Non, c'est le maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage, en fait, comme l'a dit le DRFM, en fait, le Conseil technique du chef de l'État, qui est ancien DRFM, c'est le DRFM qui s'occupe de l'approvisionnement du compte du MOD, suivant la convention. Donc, au fur et à mesure que le MOD avance dans la consommation de ses ressources, on doit s'assurer que, effectivement, tel que les travaux évoluent sur le terrain, on pourrait lui approvisionner le compte. Mais justement, c'est là le nœud de la question. Oui. Il y a le maître d'ouvrage. Oui. Il y a ensuite le maître d'ouvrage délégué. Tout à fait, oui. Alors, il faut bien quelqu'un sur le terrain qui dise, attention, compte tenu des fonds débloqués, le niveau des travaux atteints est inférieur au fond décaissé. Tout à fait. Alors, qui devrait le faire? Bon, il faut... Et deux, est-ce que ça a été fait, Monsieur Nawa? Parce que le ministre n'étant pas encore là en ce moment-là, je crois qu'il serait difficile au ministre de répondre à cette question, mais quand même, un ministre qui hérite d'un ministère, il n'y a pas de problème, c'est la continuité du travail. Oui, ce que je dirais par rapport à cet aspect-là, c'est qu'un chantier est suivi au moyen des réunions de chantier qui se tiennent et de l'exécution de leur mission par le bureau d'études et le bureau de contrôle. Parce que, en même temps qu'on sélectionne des entreprises pour exécuter un projet, il y a également un bureau de contrôle qui suit le chantier, indépendamment maintenant de la structure administrative qui est chargée d'assurer le suivi administratif. En l'occurrence ici, l'Agence pour la réhabilitation de la ville de Porto-Novo. À chaque fois qu'un attachement doit être fait, toutes ces structures que je viens de citer prennent part au contrôle. Donc c'est à l'issue de ces contrôles que l'attachement ou le décompte est transmis pour justifier qu'effectivement le maître d'ouvrage délégué a consommé jusqu'au niveau lui permettant de réclamer un autre décaissement. Donc c'est ça la procédure. Ces structures-là, effectivement, s'il y a un décaissement, c'est qu'elles ont déjà fait ce contrôle-là et qu'elles ont certifié qu'on peut virer à nouveau des fonds à l'agence. Alors repartons un peu en arrière avec M. Aikpe. Vous avez parlé du choix des entreprises. C'est bien une commission qui s'est réunie pour... Non, c'est bien le maître d'ouvrage délégué qui a choisi les entreprises. Oui, c'est ça? Tout à fait. Mais tout à fait. Comment le dépouillement s'est fait?
Bon, pour la plupart des entreprises, le dépouillement s'est fait normalement, puisque en réalité, le maître d'ouvrage ne devait pas s'impliquer dans la procédure de sélection des entreprises au niveau du MOD. Donc, quand le MOD il finit son travail, il nous envoie, il envoie au maître d'ouvrage le rapport pour la validation, pour nous dire un peu comment les choses se sont passées. Et donc, nous, on voit la régularité de ce qui s'est passé et puis on donne notre avis de non-objection pour qu'il puisse passer effectivement le contrat avec l'entreprise concernée. Donc pour le dépouillement presque toutes les entreprises. Par contre... C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, mais il y a eu une particularité avec une entreprise. Bon, c'est vrai, je n'étais pas là en ce moment, mais il y a eu un comité interministériel qui a été mis en place par le ministre d'alors pour procéder à la sélection de l'entreprise de grosses œuvres. Bon, ça s'est passé il y a très longtemps, c'était en 2009. Donc voilà l'élément que j'ai qui n'est pas exactement... À cette question-là, monsieur le ministre, si vous pouvez répondre, vous répondez. Le cas contraire, je suis obligé encore de me tourner vers monsieur Aikbe. Voilà. Je crois qu'il faut préciser un certain nombre de choses qui doivent transparaître de manière claire dans la tête de nos compatriotes, à savoir que quand on parle de maîtrise d'ouvrage délégué, le MOD, c'est que l'État décide de déléguer ses pouvoirs, l'entièreté de ses pouvoirs à une agence. Les agents qui courent la place, c'est ROSA, c'est AGETIP pour ne citer que celle-là. Alors, et c'est à travers la convention dont a fait cas M. Nawan, le conseiller à l'équipement du chef de l'État, que l'État, via le ministère de l'Urbanisme, a délégué ses pouvoirs. Maintenant, il peut y avoir à gloser ou à redire du mot de gré à gré ou pas. Vous avez ensuite posé la question de savoir les 30%, comment est-ce que toutes les entreprises ont travaillé. Je crois que au démarrage, si on donne 30% au CROSA, c'est à lui de répartir ces 30% proportionnellement à toutes les entreprises, chacune à 30% au démarrage, comme elle aussi en tant que MODA a eu 30%. Mais la préoccupation majeure et qui a été annoncée au départ, c'est que nous avons dit, il y a eu une convention à une telle date. 2, il était attendu qu'en 24 mois, que les travaux prennent fin et qu'on puisse être en mesure de livrer. Parce qu'en vérité, en toute vérité, l'objectif du président de la République, alors, avec toute la volonté, avec toute sa fougue à se mettre, à s'impliquer dans ce dossier, c'est de plusieurs ordres, dont les plus importants sont, doter notre représentation, parce qu'on a quand même dit de représentation nationale. Ouais. Le deuxième, le pouvoir législatif, doter notre représentation nationale et donc les droits des députés d'un hémicycle digne de ce nom. Les représentants du peuple. Ce sont les représentants du peuple. Et comme dans tous les pays qui se respectent, il était temps qu'on en arrivait là. Et ce qui était rêve jusque-là a commencé par trouver un début de solution. 2, c'était que à la